Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité environnementale de ce mardi 26 septembre. Au sommaire, la lutte contre l'insalubrité dans les marchés est un défi majeur. Dans ce journal, nous verrons la gestion des déchets dans les marchés, plus précisément dans le marché de Kodomé, situé dans la commune Golfe 4. Le Cap-Vert a signé un mémorandum d'accord avec le Royaume chérifiant du Maroc dans le cadre de sa politique de gestion de ses ressources en eau. Les détails dans ce journal. Et puis en Europe, le poisson-scie est menacé d'extinction. Les scientifiques mettent en place des techniques afin de stimuler la reproduction de cette espèce dans un aquarium. À découvrir dans un instant. C'étaient les titres. À présent, le journal. La question de l'assainissement est très importante dans un marché. Pour la bonne santé des revendeuses, commerçants et usagers du marché de Kodomé, dans la commune Golfe 4 à Lomé, la situation est vécue différemment. Comment se passe la gestion des déchets dans ce marché? Les éléments de réponse avec Vivas Amana. La bonne santé des hommes dépend en partie du cadre de vie. Ici, au marché de Kodomé, dans la commune du Golfe 4 à Lomé, l'entretien du marché et la gestion des ordures sont diversement appréciés par les occupants. On a contrôle. Yenti o de gbena mi ba me de ma kpolo no le tepe o paso e daro no vi o be tepe ala kpolo na pile pa be dera file awu yenti gbe lo pe le na mi do ene kene doa e gbe lo hun bana ba lo ne eki nyanto mi ame gbe to ko la si ame de mi be dede no nyuere ta nyanto pe la gbajira no do ne ba gba nyo nyuere po ke la do mi apata mi aji mi kpolo na yingba ame o cha ova ala kpolo tepe o la jira edo ke ngbo pe la do asi tepe le mia sinemi we mi so ikona do kokolita amia de kuku no be le ke mia chami we wa cha le jagba ne ola wa ne wa tepe cha la kolo. Bien que le cadre du marché soit bien entretenu, certaines difficultés et problèmes d'ordre hygiénique sont relevés. La gestion se fait par les responsables du marché. Il y a les femmes qui sont engagées à balayer le marché le soir. Elles ramassent, elles jettent dans le dépotoir. Nous avons un grand dépotoir derrière. Et c'est là qu'elles jettent les ordures. Après, la mairie envoie les voitures pour ramasser. La mairie ne vient pas ramasser rapidement, bien très souvent, les ordures. Ce qui fait que des fois, nous sommes en saison de pluie. Les ordures envahissent les commerçants du poisson salé, puisque le dépotoir est près d'eux. Donc, du côté de l'hygiène, ça nous gêne un peu. Concernant les propriétaires, asiambe koko nyenya abe amole kuna nyigba mi kaka mianya va ndeke me okuna nyigba gbe mi vana nyanto mi to kpone be to wona nu anyu va okune nyere no pa nyigba na gbe akona le pa mi ne gbe adua directeur o yo na gbe ro to va lo na gbe ade pa mi ami sami le na bene btp aka de kesia donc a mate gbe fi abe propriété mu le pa mon propriété ade pa mi na mi adodo mi to de kukune nyame nkono to wa ba dira. Mais pour les responsables de ce lieu qui revêt un bon visage par rapport à d'autres, la tâche n'est pas facile et les efforts continuent à être fournis pour l'amélioration du système de gestion des ordures. Pour les ordures, on va dire qu'on a une équipe qui s'occupe du balayage et du marché. L'entretien du marché, disons que ça contribue directement à l'entretien de l'environnement. Là, il faut que ça soit propre. Parce qu'il faut qu'on vive dans un environnement propre pour nous donner une bonne santé. Donc, à l'endroit de toutes ces femmes-là, je dirais que la propriété est une bonne chose. Le balayage ou bien l'entretien de là où elles sont là pour faire leurs activités, tout ça là. Donc, après le soir, il faut qu'elles balayent pour rendre propre le lieu là. On serait là toujours dans un corps sain, dans un environnement sain et propre là, pour qu'au moins on évite au moins le maximum de maladies qu'on peut attraper quand on est là dans la saleté. Au vu de la gestion appréciée de ce marché, il est indispensable de continuer dans cette logique. Néanmoins, il faudrait rapidement trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les commerçants et les riverains de ce marché pour le rendre plus sain.
La lutte pour la cause environnementale connaît une nouvelle ambassadrice. Messifa Daoussou est son nom. Elle vient d'être couronnée le samedi 23 septembre à l'issue d'une belle soirée riche en beauté et en couleurs écologiques. Viva Samana et Emeka Gatier étaient au Palais des Congrès de Lomé pour nous faire vivre cet événement. Voici le reportage. Les rideaux sont tombés à l'aube de ce dimanche 24 septembre sur la 3e édition du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Au terme d'une soirée aux couleurs écologiques qui a duré 6 heures de temps au Palais des Congrès de Lomé, c'est mademoiselle Messifa Afi Daoussou qui a été consacrée par le jury pour prendre le relais dans la lutte de la protection de l'environnement. Je remercie tout d'abord le bon Dieu. Mes salutations vont également à l'endroit du comité d'organisation et du gouvernement. Je suis vraiment comblée car c'est ma passion depuis toute petite et j'aimerais faire de cette passion une réalité. Et je félicite également toutes les candidates qui ont participé. Elles n'ont pas démérité. Gagner la couronne ou pas, nous sommes toutes ambassadrices. Mon projet vise à travailler la mentalité des gens, à demander l'avis des gens sur comment nous allons éradiquer la pollution plastique au Togo. Parce que nous remarquons que chaque fois on leur dit ne jetez pas les sachets plastiques par terre. Pourtant on leur en donne beaucoup plus. Et j'aimerais qu'à travers mon projet, on leur demande qu'est-ce qu'on va faire. Et avec ces idées réunies, on peut trouver une solution adéquate pour pouvoir éradiquer la pollution plastique au Togo. Après les passages en différentes tenues, allant de la tenue militaire à la tenue traditionnelle en passant par l'habillement écologique, les 20 candidates ont été réduites à 10 dans un premier temps avant que le suspense ne soit levé aux premières heures du dimanche. Un résultat apprécié par le parrain de l'événement. Nous avons assisté à une soirée magnifique et nous avons souvent soutenu des initiatives de ce genre parce que nous estimons que le combat pour la lutte contre les changements climatiques ne peut être efficace que lorsque toute la population est mobilisée, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et tout le monde. Et nous sommes heureux de constater que tous les jeunes s'approprient ce combat-là. Nous félicitons l'ambassadrice qui en est sortie. Parrainé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et celui des Sports et des Loisirs, cette 3e édition se termine sur une note de satisfaction pour les organisateurs. La femme est la première victime des effets néfastes des changements climatiques. Donc pour moi, ça est devenu un défi, c'est devenu un challenge de pouvoir mettre des initiatives à la base afin de pouvoir permettre une forte implication à la femme dans les décisions ou dans les projets environnementaux. Je peux dire que je termine cette édition sur une note satisfaisante parce que c'est un défi de pouvoir donner encore du plaisir au public tout en sélectionnant les meilleures idées innovantes afin de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à lutter contre les changements climatiques tout en impliquant la jeune fille au centre. Donc le public togolais a encore répondu à l'appel ce soir. Et je suis très fier de ce public-là et je suis vraiment reconnaissant de leur soutien et de leurs apports à notre niveau. Débuté par l'exécution de l'hymne national, cette soirée a connu plusieurs prestations d'artistes togolais et groupes folkloriques et humoristiques. Messifa Daoussou porte désormais le flambeau de la lutte environnementale dans un monde en proie au changement climatique. Elle sera secondée dans ce combat par 2 promotrices afin de contribuer à un environnement plus sain à l'avenir, comme l'a souligné la marraine de cette édition, la ministre des Sports et des Loisirs, Madame Lydie Bessi-Kama, lors de son allocution au début de la soirée. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Après une série de 3 ans de sécheresse dévastatrice, la Corne de l'Afrique fait face aux fortes précipitations supérieures à la moyenne. Ainsi, le gouvernement kényan et l'Union européenne ont octroyé un financement de 700 millions de shillings aux comtés de Nakoro et de Baringo dans le but d'atténuer les dommages causés par les inondations et de venir en aide aux populations. Suivant. Les comtés de Nakoro et de Baringo recevront un financement conjoint du gouvernement kényan et de l'Union européenne d'une valeur de 700 millions de shillings pour atténuer les dommages causés par les lacs de la vallée du Rift dont les eaux ont atteint des niveaux sans précédent. Dans le sillage de leur gonflement, les eaux des lacs ont détruit des écoles, des centres de santé, des installations de débarquement et de transformation de poissons. Selon un rapport d'une équipe de chercheurs mise en place par le gouvernement pour étudier les effets de 17 lacs, l'État aurait besoin de 14 milliards de shillings supplémentaires pour atténuer les dommages.
Les conclusions du groupe de travail ont révélé que certains lacs ont enregistré une augmentation du niveau d'eau de 187% et qu'ils couvrent 110 000 hectares de terre. Des précipitations extrêmes sur les bassins du versant sont des facteurs de ce phénomène climatique lié au réchauffement de la planète. Selon Juliana Ruto, représentante de la GIZ au Kenya, l'agence allemande apprécie et célèbre les efforts collectifs des parties à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. La région de la Corne de l'Afrique, frappée par une sécheresse depuis 3 ans, pourrait connaître de violentes inondations dans les mois à venir. D'octobre à décembre prochain, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, prévoit avec une probabilité de 80% des pluies plus abondantes dans le sud de l'Éthiopie, l'est du Kenya et le sud de la Somalie. Dans le cadre de sa politique de gestion de ses ressources en eau, le gouvernement du Cap-Vert multiplie ses actes de coopération, dont le plus récent est le mémorandum d'accord signé avec le Maroc. Ainsi, le royaume chérifien apportera son expertise à ce pays situé en Afrique de l'Ouest, notamment en matière de gestion des eaux souterraines et des agences de bassins versants. Alessandra Descombi. L'accord de coopération technique et institutionnelle a été signé entre le ministre de l'équipement et de l'eau du Maroc, Nisa Baraka, et Gilberto Silva, le ministre capverdien de l'agriculture et de l'environnement. Si le Cap-Vert est parvenu à atteindre une couverture en eau potable de 90% en zone urbaine et 86% en milieu rural depuis 2011, ce résultat cacherait de nettes disparités entre les municipalités avec des consommations unitaires souvent faibles, traduisant à la fois l'insuffisance de la ressource hydrique, les difficultés d'une distribution effectuée par des camions certaines ou des bonnes fontaines et des conditions insuffisantes de performance au plan technique et financier des services. À ces disparités s'ajoutent les défis climatiques, notamment la sécheresse, réduisant les ressources en eau destinées aux ménages et à l'irrigation. Au vu de son expertise dans la mise en œuvre des projets hydrauliques et de la connaissance des conséquences de la sécheresse pour y être confronté, le Maroc soutiendra le renforcement de la gouvernance des eaux souterraines et de surface de l'archipel situé en Afrique de l'Ouest, la gestion des agences de bassins versants, la surveillance des coûts de l'eau, l'élaboration des politiques de gestion des ressources en eau et le développement des mesures de sensibilisation pour le guidage et la protection de l'eau. Les techniciens capverdiens du secteur hydraulique seront outillés au dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation. La valorisation de cette ressource en eau non conventionnelle devrait contribuer à améliorer les pratiques agricoles et les moyens de subsistance des populations au Cap-Vert. La Namibie peine encore à atteindre son autosuffisance alimentaire. 2% seulement des terres du pays reçoivent des précipitations suffisantes pour faire pousser les cultures. Pour faire face à ce problème, le Conseil agronomique de la Namibie appelle les différents agriculteurs à tenir compte de la situation géographique et climatique du pays avant d'entamer tout projet agricole. Plus de précisions dans le récit qui suit. En Namibie, selon les données du Conseil agronomique, 695 000 personnes, soit environ 26% de la population, sont actuellement confrontées à une situation d'insécurité alimentaire. D'après le Conseil agronomique de la Namibie, cette situation est due au fait que ce pays est l'un des plus arides d'Afrique subsaharienne et dépend essentiellement des eaux souterraines. En effet, 2% des terres namibiennes reçoivent des précipitations suffisantes pour faire pousser des cultures. L'agriculture représente 4% du PIB national et près de 110% de la population dépendent d'elle pour leurs revenus et leurs moyens de subsistance. Cependant, le climat et les conditions géographiques du pays ne facilitent pas le développement agricole en termes de variation des cultures vivrières. Les principales cultures du pays sont le maïs, le mil et le sorgho. Selon Marina Muller, vice-présidente du Conseil agronomique de la Namibie, la chaîne de valeur agricole du pays a fait preuve de résilience face à l'adversité avec l'adoption des pratiques modernes, des techniques de conservation et des méthodes durables qui a assuré la vie et protégé l'environnement. Bien que comparé aux autres pays de la région, la Namibie ne reçoit pas assez de cours d'eau pour favoriser ses cultures.
Un total de 117% de valeur combinée de l'ensemble des produits agricoles est exporté, tandis que 23% sont importés. Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale des entreprises au Bénin, la multinationale des télécommunications sud-africaine, MTN, et le fournisseur de solutions technologiques suédois Ericsson annoncent avoir collecté et recyclé depuis 2 ans 123 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Alessandra Adekombi nous fait le point. Au Bénin, les vieux ordinateurs et téléphones portables ont désormais une seconde vie après leur utilisation. Entre 2021 et 2023, 123 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés et recyclés dans plusieurs villes, notamment à Cotonou et dans la capitale Porto Novo, qui concentre 34% des Béninois qui ont accès à Internet au quotidien. L'initiative a été menée dans le cadre du programme de reprise des produits du fabricant d'appareils suédois Ericsson, en partenariat avec la filiale de l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies prévoit que le volume des déchets électroniques atteindra jusqu'à 114 millions de tonnes d'ici à 2030 au Bénin. C'est 20 fois plus que les 2,9 millions de tonnes que le continent a générées en 2019. Face à ces chiffres alarmants et qui ne risquent pas de diminuer à cause de l'augmentation des ventes d'appareils, d'autres pays comme le Rwanda misent davantage sur la sensibilisation des utilisateurs. En 2022, une campagne lancée par le gouvernement rwandais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement a permis aux habitants de Kigali de savoir que les smartphones contiennent des produits chimiques dangereux, à l'instar du plomb qui a des effets toxiques sur le système immunitaire humain et pollue l'environnement. La fumée recouvre le port de Sydney en Australie avant une saison des incendies qui s'annonce. Cette fumée est due à des feux allumés par des pompiers pour réduire la charge de combustible en prévision de la saison estivale dans la périphérie boiseuse de Sydney, la ville la plus peuplée de l'Australie. Le récit est signé Rafitou Beriko. Le port de Sydney en Australie est envahi par une fumée épaisse liée aux feux de forêt déclarés volontaires en fin de la semaine dernière. Sur le littoral oriental de l'Australie, des températures particulièrement élevées accompagnées d'un vent chaud ont été enregistrées. Dans certaines parties de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, les températures ont atteint jusqu'à 34 degrés Celsius. La situation a entraîné la fermeture provisoire de plusieurs écoles dans la région côtière située au sud de Sydney. Le pays craint que cette vague de chaleur provoque des feux de forêt comme celle de l'été 2019-2020. Mais bien avant le sinistre, le service des sapeurs-pompiers ruraux de Nouvelle-Galles du Sud avait déclaré dans un communiqué qu'un risque d'incendie terrible était attendu ce jour dans l'après-midi dans la région à raison des vents forts. Ce feu qui envahit le célèbre port de Sydney était allumé par les sapeurs-pompiers à titre préventif avant la saison des incendies qui s'annonce intense. Cette vague de chaleur printanière qui balaie l'est de l'Australie fait suite à l'hiver le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910. Alors que les experts s'entendaient à ce que la saison des feux soit la plus intense depuis l'été noir de 2019-2020, c'est la catastrophe. On note d'immenses feux hors contrôle qui ont fait rage sur l'île. Récompensée pour son parcours exceptionnel, notamment dans les recherches de l'environnement, Sandra Lavorel recevra une médaille d'or 2023 du Centre national de la recherche scientifique. Elle est titulaire d'un doctorat en écologie et sciences de l'évolution et a participé à plusieurs projets du centre en tant que chercheuse. Léonce Sago nous en parle. L'écologue Sandra Lavorel reçoit la médaille d'or 2023 du CNRS, Centre national de recherche scientifique. Cette récompense est annoncée par le dit centre dans un communiqué le jeudi 21 septembre dernier. Cette médaille d'or du CNRS est créée en 1954 et distingue, je cite, des carrières scientifiques ayant contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. En lui décernant ce prix, le CNRS rend hommage à son parcours éminent et excellent. Il est à noter que Sandra Lavorel
est une spécialiste du fonctionnement des écosystèmes avec une carrière de chercheuse depuis 30 ans. Elle a joué un grand rôle dans les travaux sur la contribution de la biodiversité à la vie humaine et sur les impacts sociétaux et économiques de ces altérations par les changements environnementaux. Elle travaille également autour du projet WARM qui étudie l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines. Ce sont des dispositifs installés à 2400 mètres d'altitude. Ils réchauffent l'air de quelques degrés par rapport à l'extérieur pour étudier leurs conséquences sur l'écosystème. Rappelons que cette grande chercheuse, née à Lyon en 1965, est entrée au CNRS en 1994 et est membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Elle est titulaire d'un doctorat en écologie et sciences de l'évolution, plus précisément spécialiste du fonctionnement et de la dynamique des écosystèmes. Pour Antoine Petit, PDG du CNRS, elle mène des recherches qui œuvrent à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux contemporains et à venir. La médaille et une dotation de 50 000 € lui seront remises officiellement le 20 décembre 2023 lors de la cérémonie à la Maison de Chimie à Paris. Le poisson-ci est menacé d'extinction. Sa reproduction devient donc urgente et impérative. En Europe, des scientifiques vont tenter de le faire reproduire dans un aquarium. La femelle va donc quitter l'aquarium d'Océanopolis à Brest pour rejoindre un mâle à Montpellier où les conditions d'accouplement sont beaucoup plus favorables. Léonce Sago. Des experts vont tenter de faire reproduire le poisson-ci, une espèce en voie de disparition. Une femelle quittera donc l'aquarium d'Océanopolis à Brest pour rejoindre le mâle établi à Montpellier dans le mois d'octobre. Son transport se fera par la route, embarqué dans un semi-remorque équipé dans un bassin de 6 mètres de long et contenant 20 000 litres d'eau de mer, puisque ce poisson peut faire 3 à 6 mètres de long. Rappelons qu'on le dénomme poisson-scie pour sa forme plate avec une énorme raie en forme de scie, un nez aplati et dentelé sur le côté. Il n'en existe que 4 spécimens en aquarium, dont 2 à Montpellier, 1 en Espagne et le dernier à Brest. Sa reproduction n'est donc pas envisageable par insémination à cause de sa procédure délicate et compliquée et aussi à cause du danger qu'il représente pour les soigneurs et les plongeurs par son rostre très tranchant, avait affirmé Dominique Barthélémy, le conservateur en charge d'Océanopolis. Ainsi, cette expérience inédite se fera en accouplement naturel sur décision des scientifiques avec la femelle qui ira s'installer chez le mâle à Montpellier dans un bassin plus grand et plus adapté. Le même procédé sera répété à Valence en Espagne où une autre femelle sera rejointe par un mâle. Il est à noter que la période de gestation est de 5 mois et peut comporter 1 à 10 poissons par portée. Jusqu'à présent, il n'y a aucun procédé de reproduction de poisson-ci et étant donc une espèce en voie d'extinction, une naissance à Montpellier et à Valence serait une jolie première scientifique. Depuis novembre 2022, la planète compte 8 milliards d'êtres humains. Selon l'ONU, certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Il faudrait, selon eux, limiter la croissance mondiale pour éviter la catastrophe climatique. D'autres estiment que cela n'est pas la solution, que seul un changement de mode de vie permettrait de s'en sortir. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Les réponses dans ce commentaire de Rafitou Bireko. La naissance d'un seul enfant dans un pays à forte émission de gaz à effet de serre comme les États-Unis générerait autour de 10 000 tonnes de CO2. Cela représente 5 fois les émissions produites par un parent moyen au cours de toute sa vie. Cette analyse a été menée par Martin Stick, maître de conférences en éthique à l'université de Bristol en Angleterre, et Félix Pinkert, professeur de philosophie morale à l'université de Vienne en Autriche. Compte tenu de l'impact potentiel sur le climat de la naissance d'un seul enfant, certains universitaires éthiques affirment qu'il existe des limites morales à ne pas dépasser lorsqu'il est question de la taille des familles. En règle générale, ils suggèrent de ne pas avoir plus de 2 enfants par couple, voire pas plus d'1. D'autres ont même affirmé que dans les circonstances actuelles, il serait préférable de ne pas avoir d'enfants du tout. Ces idées ont gagné du terrain grâce aux efforts de groupes militants tels que le mouvement Bevstreek et l'organisation caritative Population Matters Outre-Manche.
Néanmoins, proposer des limites à la taille des familles reste pour beaucoup problématique, et ce pour un certain nombre de raisons. À cet égard, le philosophe Kul Kukla met en garde contre la stigmation. Poser une limite à la taille des familles pourrait impliquer que certains groupes qui ont ou sont perçus comme ayant plus d'enfants que la moyenne sont à blâmer pour le dérèglement climatique. Pour éviter l'aggravation des effets du changement climatique, les climatologues s'accordent sur le fait qu'il est urgent de parvenir à un niveau d'émission net nul. Les objectifs les plus couramment proposés pour atteindre ce but sont d'ici 2050 ou 2070. Dans de nombreux pays, ces objectifs ont été inscrits dans la loi. Plus de 1,7 trillion de dollars américains devraient être investis dans les technologies propres au niveau mondial cette année, ce qui représente de loin la somme la plus importante jamais dépensée pour l'énergie propre en une année. Malgré cela, la faisabilité d'un tel défi climatique suscite de nombreux débats. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous.